Imaginez, pas de soleil, juste une steppe gelée et un froid qui vous pénètre jusqu'aux os. Votre souffle se transforme en vapeur, vos lèvres se gercent, votre peau se tend comme un cuir mort. Vos mains sont engourdies. Le bout de vos doigts n'obéit plus. Chaque rafale de vent sur votre visage est une coupure de rasoir, comme si les nerfs sous la peau étaient arrachés un par un. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Hollywood vous a vendu l'homme de l'âge de glace, comme une créature brute, sombre, sans pensée. Une espèce qui grognait dans des grottes, survivant par hasard, se reproduisant par chance. Faux, totalement faux. Ces gens n'ont pas survécu. Ils ont conçu leur survie. Cette peinture rouge sur leur visage n'était pas un ornement. Ce n'était pas un caprice. L'archéologie nous montre que ce pigment est une technologie traitée systématiquement depuis plus de 100 000 ans. Calibrée chimiquement et transmise de génération en génération. Ce n'était pas un rituel de beauté. C'était un protocole, une solution d'ingénierie de précision, avec des couches biologiques, symboliques et pratiques, pour comprendre pourquoi la peinture faciale était si importante. Il faut d'abord comprendre ce qu'était ce visage. À l'âge de glace, un visage humain n'était pas un objet de beauté abstraite. C'était un terminal de communication, une carte d'identité, un écran de données biologiques. Et cette couche rouge qui le recouvrait était le produit d'une science bien plus complexe que nous ne l'imaginons aujourd'hui. Commençons par la grotte de Blombos. Sur la côte sud-africaine, il y a 100 000 ans, quelqu'un était assis et travaillait, intentionnellement. Dans sa main, un coquillage marin, à l'intérieur une poudre rougeâtre, à côté de la graisse animale et de la moelle osseuse. Cette personne ne fabriquait pas seulement un pigment. Elle développait une formule. Elle ajustait le taux d'oxyde de fer, testait la consistance, essayait d'optimiser le temps d'adhérence du mélange à la peau. L'analyse en laboratoire a révélé que le mélange à l'intérieur de cette coquille était composé de multiples ingrédients, choisis consciemment. Ce n'est pas une coïncidence. C'était le début d'un processus biochimique. Maintenant, réfléchissez. Ces gens n'avaient pas d'écriture, pas de livre, pas d'université, mais ils avaient entre les mains une formule vieille de 100 000 ans. Et ils ont transmis cette formule de génération en génération. Oralement, en montrant, en faisant imiter. C'était l'un des premiers protocoles de transfert de connaissances de l'histoire humaine. Une mère qui enseignait à son enfant comment moudre l'ocre et Titit mettait en marche le mécanisme le plus fondamental de la civilisation humaine. Transmettre l'expérience. Alors pourquoi le rouge? La réponse à cette question plonge dans les profondeurs de la biologie. L'œil humain est, par évolution, extrêmement sensible au rouge. Signal de danger, sang, fruits mûrs, plaie ouverte. Quand vous voyez du rouge, votre cerveau réagit en quelques millisecondes. Ce réflexe a été gravé au fil de millions d'années, codé au niveau neurologique. L'homme de l'âge de glace ne le savait pas en théorie, mais il le comprenait très bien en pratique. Les visages rouges transmettaient un message à l'autre, et ce message arrivait bien plus vite que les mots. Prenons la grotte de Kafzeh. En Israël, sur ce site datant d'environ 100 000 ans, 15 sépultures ont été découvertes. Sur les crânes, les épaules, autour du pelvis, des résidus intenses d'ocre rouge, femmes, hommes, enfants, sur tous. Ce pigment n'a pas été saupoudré au hasard. Il a été appliqué sur des zones spécifiques, dans un ordre calculé. La région de la tête et du visage est particulièrement mise en valeur. Pourquoi est-ce important? Car les tissus mous
c'est-à-dire la peau, ne se conserve pas pendant des milliers d'années. Mais ce pigment, imprégné dans les os, nous dit ceci. Ces gens se peignaient le visage en rouge. Et ils voulaient le confirmer, même après la mort. Venez à Sungir maintenant. En Russie, il y a entre 30 000 et 34 000 ans, un homme adulte et 2 enfants enterrés tête bêche. Sur eux, des milliers de perles. Et tous leurs corps sont recouverts d'une épaisse couche d'ocre rouge. La préparation de cette sépulture a dû prendre des heures. Quelqu'un a broyé ce pigment, l'a mélangé, l'a appliqué méticuleusement sur chaque corps. Ce processus de préparation indique l'existence d'un protocole. On le fait ainsi parce qu'il faut le faire ainsi, parce que des générations l'ont enseigné ainsi, car cela fait partie du système. Mais venons-en à la partie la plus frappante. Pourquoi appliquait-il de la peinture rouge sur les morts? La réponse réside dans la façon dont ces gens lisaient la couleur. Le rouge, c'était le sang. Le sang, c'était la vie. La vie, c'était le mouvement et la chaleur. La mort était tout le contraire. Pâleur, immobilité, froideur. Alors, appliquer du rouge sur un corps mort, c'était le protéger de l'incolore, du blanc du froid. C'était une sorte de résistance symbolique. Ce corps peut paraître sans vie, mais il a son rouge, son sang. Il existe encore dans un monde. Ce système de pensée est considéré comme l'une des plus anciennes preuves de la pensée symbolique abstraite. Et les gens qui portaient cette pensée étaient, biologiquement, en tout point, identiques à nous. Cette connaissance a coûté cher. Vous lisez ceci en 8 minutes. Eux ont essayé pendant 8000 hivers. Passons maintenant à la couche pratique, car ce n'était pas seulement symbolique. C'était aussi une solution d'ingénierie. Pensez au climat de l'âge de glace, les steppes d'Eurasie. Le soleil est bas, mais la radiation UV, réfléchie par la neige, est extrêmement intense. Les alpinistes modernes connaissent très bien ce phénomène. La cécité des neiges est un réel danger. Et la peau du visage est rapidement endommagée dans ces conditions. Qu'obtenez-vous lorsque vous mélangez de l'ocre rouge avec de la graisse animale? Une barrière à base de graisse, contenant de l'oxyde de fer, qui absorbe les UV. Autrement dit, un écran solaire naturel. Ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui, la communauté Imba en Namibie utilise encore le même mélange. Cette pâte, appelée hot cheese, est faite d'ocre rouge et de beurre. Elle protège du soleil, prévient la déshydratation de la peau et a un effet répulsif sur les insectes. Une formule inchangée depuis 100 000 ans. C'est la technologie barre verticale à l'état pur. Les expériences menées par Ryan Rifkin en 2015 sont allées encore plus loin. Il a testé différents mélanges d'ocre et de graisse sur la peau humaine. Il a découvert que certains mélanges avaient un effet répulsif notable contre le moustique de la fièvre jaune. Dans les grottes de l'âge de glace, les insectes, les poux, les puces étaient extrêmement courants. Ces petits parasites signifiaient infection, maladie et privation de sommeil. Un visage et un corps recouverts de rouge offraient un bouclier calculé contre cette menace. Mais ce n'était qu'une des fonctions pratiques de la peinture. D'un autre côté, les propriétés antiseptiques ne peuvent être ignorées. L'oxyde de fer a un léger effet antibactérien. Pour les chasseurs, c'était d'une importance critique. Une coupure, une plaie, une égratignure. À l'âge de glace, une infection signifiait la mort. Cette couche de pigment recouvrant la peau réduisait le risque d'infection des plaies ouvertes. Elle était également utilisée pour le tannage des peaux. Il était inévitable que les mains et les visages de ceux qui appliquaient l'ocre
pour préserver les peaux d'animaux de la pourriture, itonosh, kendosh et nosh, soient tachées de peinture. Un processus pratique s'est transformé avec le temps en rituel. Le rituel en identité. Venons-en maintenant à la couche identitaire. Cette peinture n'était pas seulement un choix individuel. Elle faisait partie d'un ensemble de données collectives. Chaque clan, chaque groupe, chaque tranche d'âge avait son propre motif de peinture. La peinture faciale était pour ces gens la combinaison de nos passeports, péquesses uniformes et cartes d'identité actuelles. Vous voyez un groupe arriver de loin. Vous regardiez le motif sur leur visage, amis ou ennemis, clan parent ou étranger. Cette information devait être lisible en quelques secondes, car il n'y avait pas de temps pour décider. Retournons à la triple sépulture de Dolní Vestoníč. En Tchéquie, il y a 28 000 ans, 3 jeunes individus enterrés côte à côte. Leurs crânes sont recouverts d'ocre rouge. La région pelvienne de l'individu du milieu est particulièrement chargée en peinture. Les archéologues pensent que l'attention portée à cette zone n'est pas une coïncidence. Le lien symbolique du rouge avec la fertilité, la reproduction et le cycle de la vie se manifeste ici aussi. Sur le même site, dans la sépulture d'une femme de plus de 40 ans, les eaux et la terre environnante sont également peints en rouge. Cette femme a été enterrée avec un statut différent des autres individus du site. Très probablement la sage du clan, la détentrice de l'expérience, une sorte de maître. Et le rouge marquait ce statut. Il faut maintenant poser une question très importante. Comment cette connaissance a-t-elle été transmise ? Sans écriture, sans archives, comment la même formule, la même application, le même protocole ont-ils été préservés pendant plus de 100 000 ans ? La réponse réside dans la forme la plus pure de l'intelligence collective. Les anciens portaient cette connaissance. Ces personnes, qui constituaient la mémoire de l'expérience du clan, savaient où trouver la bonne ocre, comment la moudre, avec quelle graisse la mélanger, quel motif convenait à quelle cérémonie, combien de couches appliquer. Cette connaissance n'a pas été transmise par l'écriture, mais par le mouvement des mains. Un enfant regardait, imitait, était corrigé, répétait, des milliers de fois, et cette formule se gravait dans son esprit. Ce processus était le mécanisme d'apprentissage le plus puissant de l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous appelons cela l'accumulation culturelle. À l'époque, cela n'avait pas de nom. Mais sa fonction était la même. Un ensemble de données testées, épurées de ses erreurs, optimisées pendant des générations, était transportées sous le couvert du rituel de la peinture corporelle. Chaque cérémonie, chaque enterrement, chaque préparation avant la chasse était un moment où cet ensemble de données était transmis à la génération suivante. Il faut donc le dire clairement. Une femme ou un homme de l'âge de glace qui se peignait le visage en rouge, Dags, ne se parait pas. Il s'intégrait au système. Il inscrivait sur lui le code identitaire de son clan. Il recouvrait sa peau d'une barrière calibrée contre les menaces extérieures. Il parlait un langage symbolique pour ses morts. Et à cet instant, cette peinture, ce pigment, était l'héritage d'un savoir-faire d'ingénierie testé et raffiné pendant des dizaines de milliers d'années. Le rouge n'était pas une couleur, c'était un langage. Et ce langage, bien avant que l'humanité n'apprenne à parler, était déjà gravé sur les os, les crânes et les terres gelées. Avant d'aborder la théorie de la coalition cosmétique de Chris Knight et Camilla Power, il faut comprendre la vérité biologique qui la sous-tend. Le corps humain, au cours de l'évolution, a développé des signaux spécifiques.
Ces signaux permettaient aux individus d'un groupe de se lire les uns les autres. Fertilité, santé, force, danger. Et la couleur rouge coïncidait avec le plus puissant de ces signaux, le sang. Les anthropologues font ici une observation remarquable. Chez les espèces de primates, les femelles présentent des changements de couleur rougeâtre sur leur corps pendant leur période de fertilité. Dans l'évolution humaine, ce signal visuel a été progressivement supprimé, caché. Mais l'application consciente de pigments rouges sur le corps était la reproduction intentionnelle de ce signal. C'était une imitation, le recodage d'un message biologique par un outil culturel. Et ce recodage était une forme d'ingénierie sociale extrêmement systématique. La théorie de Knight et Power suggère ceci. Les femmes utilisaient l'ocre ensemble pour dissimuler leur menstruation et, en même temps, pour diffuser collectivement le signal de fertilité. Lorsque toutes les femmes du groupe se peignaient en rouge en même temps, les hommes ne pouvaient pas distinguer quelle femme était réellement en période de fertilité. Cette incertitude éloignait l'homme du comportement opportuniste à court terme et l'orientait vers la fourniture de ressources à long terme. Autrement dit, apporte de la viande, protège, sois fidèle. Sinon, aucune femme ne te sera accessible. Cette théorie est controversée. Mais elle révèle une chose indiscutable. La peinture rouge n'était pas un acte individuel. C'était un protocole social coordonné, collectif et calculé. Quand une femme se peignait le visage, elle ne le faisait pas seulement pour elle-même, mais pour l'ensemble du groupe. C'est l'un des exemples les plus anciens et les plus puissants de l'intelligence sociale. Les hommes n'étaient pas non plus en dehors de ce système. À Sungir, Kostenki et Dolny Viestonis, le pigment rouge de l'âge de glace. Alors, comment ces gens, sans le toucher, sans face à face, sans une seule perte, ont-ils chassé une créature si puissante? La réponse ne se trouvait pas dans la force musculaire. Elle était dans la géométrie, dans la conception de pièges, dans l'analyse mathématique de la psychologie des troupeaux, dans la lecture du terrain et dans la coordination des mouvements collectifs. Dans la prochaine vidéo, nous entrons dans l'opération la plus mortelle de l'âge de glace, la chasse à la mégafaune. Les réponses attendent sous la terre, dans les os et dans des couches d'argile millénaires. Abonnez-vous, car à l'âge de glace, la connaissance n'était pas le pouvoir, c'était la vie.